Bien, bonjour à tous. Merci de participer à cette journée Langue et Société qui a débuté ce matin par des expositions d'artisanat en bas des salles préfabriquées et que nous poursuivons donc ce midi en accueillant donc Miki Mori qui est maître de conférence en linguistique au CUFR. Bonjour Miki. Bonjour. Tu nous présentes donc aujourd'hui le résultat d'une enquête que tu as menée auprès des étudiants qui sont inscrits en licence. Oui. À partir donc d'un questionnaire que tu nous présenteras, suivi d'entretien, je crois, ton objectif était de révéler quelles sont les représentations qu'ont les étudiants de leur propre langage, mais aussi de montrer comment ils appréhendent l'éducation à Mayotte. Donc, tu développeras ça tout à l'heure. En filigrane, bien entendu, c'est la question de l'avenir des langues régionales de Mayotte qui est posée, car si le shimaoré et le kibushi font désormais partie intégrante des langues de France, inventoriées par la Délégation générale à la langue française et aux langues de France, il reste évidemment à les promouvoir et à les enseigner. Je te laisse donc la parole en te remerciant de ta présence parmi nous à l'occasion de cette journée, organisée donc à l'initiative de Jean-Jacques Salonne et de ses collègues du département de sciences de l'éducation. Merci Jean-Louis. Vous m'entendez? C'est bon? Ok. Avant de commencer, j'aimerais vous poser 4 questions. Vous pouvez répondre toute seule sur un petit papier, sans forcément parler à vos voisins. D'abord, sur une échelle de 1 à 5, 1 pas du tout d'accord, 5 tout à fait d'accord, que pensez-vous? Parler en français est important. Ensuite, sur une échelle de 1 à 5, 1 pas du tout d'accord, 5 tout à fait d'accord, que pensez-vous? Écrire en français est important. Et pour ceux qui ne parlent pas la langue française comme langue maternelle, merci de répondre à ces 2 questions ici. On peut préparer, hein? Parler dans ma langue maternelle est important. Écrire dans ma langue maternelle est important. Ok, donc comme je lui ai dit, je m'appelle Miki Mori, je suis maître de conférence en linguistique ici. Le titre de mon présentation, c'est « Quel avenir pour les langues et l'éducation à Mayotte? La perception des étudiants de licence ». Donc je mets en bas déjà 2 perceptions des 2 étudiants envers les shimaoré. On a en bas à gauche, tu as le droit et en même temps le devoir de connaître les 2 cultures. Je dis les 2 cultures, mais pas aussi des Français shimaoré. À droite, on a, je ne vois pas trop l'utilité du shimaoré. Donc je mets aussi les numéros de diapo au cas où que vous avez des questions. Pour la fin, vous pouvez marquer le diapo. Donc nous sommes sur 4. Donc le plan aujourd'hui, je vais d'abord parler du cadre théorique et les questions, suivi par la méthode, les résultats, quantitatifs et qualitatifs. Et je vais terminer en abordant des mythes linguistiques et la situation ailleurs dans la francophonie. Donc mes objectifs aujourd'hui, c'est vraiment de vous présenter les opinions de certains étudiants ici envers les langues et aussi aborder quelques concepts clés en linguistique pour nous aider à parler et penser à l'avenir des langues à Mayotte. Donc en linguistique, on parle de l'attitude. C'est quoi l'attitude? En gros, chaque personne porte des attitudes envers leur propre langue et la langue des autres ou les autres langues. Ils ont des dimensions affectives, cognitives et comportementales. Donc, ce n'est pas juste « je pense ça, c'est tout », mais nos attitudes envers la langue peuvent changer notre façon d'agir, de penser et surtout d'interagir avec des autres. Donc, les attitudes envers la langue sont souvent liées avec les idéologies linguistiques. Une petite définition sont l'ensemble des notions partagées à propos de la nature de la langue dans le monde. Donc, c'est plutôt systémique qu'en attitude. Un petit exemple, au XVIIIe siècle, le philosophe Herder, il a eu cette idée, cette idéologie, que voir l'État-nation une nation, il faut voir que
une langue. C'est une idéologie. Et cette idéologie était suivie par plusieurs pays européens, y compris la France. Pourquoi étudier ça? Pourquoi étudier les attitudes? La recherche sur les attitudes aide à comprendre les rôles et le statut des langues dans une société, y compris les systèmes éducatifs. Donc c'est juste une partie de la recherche, il faut prévoir ce que les gens actuellement font. C'est pas juste leur opinion, mais en réalité, ils font quoi? Donc j'ai deux questions. Un, quelles sont les attitudes envers les trois langues principales à Mayotte, le Chimarré, le Kibushi et le français, des étudiants du CUFR? Deuxième question, que pensent les étudiants de la situation linguistique de Mayotte quant à la valeur et l'utilité des langues, notamment dans le cadre de la scolarisation? Donc pour adresser ces deux questions, j'ai effectué une enquête par questionnaire l'année dernière et des entretiens cette année. La question consiste à 40 questions. Il y a 212 participants. Ils ont tous de langue maternelle, soit le Chimarré, soit le Kibushi. Pourquoi les étudiants de la fac? Il y a plusieurs raisons. Il y a la question de pratique. J'étais là, j'étais curieuse. C'est un petit projet que j'ai mené toute seule, sans fonds, sans trop de ressources. Donc c'était pour le mieux que je pourrais faire toute seule. Et aussi, les étudiants ici à la fac sont l'avenir, sont le futur enseignant, les futurs élus, les futurs entrepreneurs à Mayotte. Donc c'est important de savoir ce qu'ils pensent des langues. J'ai des méthodes mixtes, donc des analyses quantitatives pour le questionnaire, pour la première question, des analyses qualitatives pour les entretiens, qui adressent la deuxième question plutôt. Oui, les 10 entretiens étaient des étudiants qui ont participé dans le questionnaire. Et j'ai essayé de choisir un profil assez divers, donc des hommes, des femmes, Chimarré-phone, Kibushi-phone, enjoiné, et aussi des réponses assez diverses, certaines avec des opinions positives, des autres avec des opinions négatives. Pour l'analyse quantitative de la première question, c'était sur que 4 questions en fait aujourd'hui de l'enquête avec l'échelle Likert que vous venez de voir. Donc, ils sont assez simples. Hein? Parler en français est important, écrire, et aussi parler dans ma langue maternelle est important, et aussi écrire. Un peu sur le profil de ces 212 participants, 61% sont de sexe féminin, 80% sont de boursiers, 63% ont un ordinateur chez eux. Ces derniers deux boursiers ordi, c'est pour essayer de savoir les moyens financiers de ces étudiants. Les filières, principalement lettres modernes, géographie et AS. Quant à leur langue maternelle, c'est principalement le Chimarré. Il y en a un 38 Kibushi-phone. Par rapport à le Chimarré, donc la langue bantou, c'est quel dialecte, on dirait, de Shikomori, principalement de Mayotte, mais on a quarantaine qui parlent le Shinzwani qui sont de Anjouan. Et je pense 7 de Grand Comore. Ils ont presque tous appris le français comme langue seconde. Et presque tous avant 10 ans. Donc, ils ont commencé à apprendre la langue française avant 10 ans. Et plus que la moitié, c'était avant 5 ans. Donc assez tôt. Donc les résultats. Encore ces 4 questions. Je pourrais vous dire, en gros, ils ne pensent pas la même chose du français et la langue maternelle. Okay? C'est-à-dire, il y a une différence significative entre les paires 1 et 2, donc le français, et 3, 4, les langues maternelles confondues, sont confondues parce que quand j'ai séparé les langues maternelles, et même l'île d'origine, je n'ai pas eu de différence. Donc, sont mélangées, sont confondues. Donc, j'ai mis à droite un petit graphique pour vous aider avec les résultats. On a 4 colonnes. Donc, à gauche, c'est la première question, parler français, est important. Deuxième colonne, c'est écrire français. Troisième colonne,
parler la langue maternelle et à la fin, tout à droite, c'est écrire la langue maternelle. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit ces petites barres sur la médiane. Donc, pour parler français, c'est important. On a beaucoup de 5. Vous pouvez, si vous avez fait, comparer vos réponses. Donc, 5, c'est encore tout à fait d'accord. C'est important. Écrit aussi, principalement tout à fait d'accord. La langue maternelle orale, c'était soit 5, soit 4, principalement, plus que, oui, 50%. C'était comme ça, donc 75%, c'était soit 5, soit 4. Donc, je suis d'accord. Mais on a à droite, la médiane est à 3. 3, c'est, je ne suis pas sûre. On a vraiment de la gamme. On a certains qui ont dit, oui, c'est important, je suis tout à fait d'accord. Des autres qui ont dit, je suis d'accord. Certains qui ont dit, je ne suis pas sûre. Et même encore certains qui ont dit, non, c'est pas important. Donc, comme j'ai dit sur l'autre diapo, entre les deux, le français et la langue maternelle, on a une différence significative. Pour parler et écrire français, on n'a pas de différence significative. Donc, ils ont dit, je suis d'accord. Mais pour la langue maternelle écrite et orale, on a une différence significative. Et c'est ça qu'on va essayer de voir avec les entretiens. C'est pourquoi il y a cette variation. Que pensent les étudiants? Certains pensent oui, c'est important, des autres non. Okay. On va voir ces graphiques à la fin, mais voilà le résultat quantitatif. Donc pour les résultats qualitatifs, donc les résultats des entretiens, encore c'est des dizaines d'entretiens, de à peu près 25 minutes. On a des opinions diverses envers les langues. J'ai dit les langues maternelles plurielles confondues parce que j'ai eu des réponses similaires pour les Kubushi et Shimaru. Ensuite, on a des opinions positives envers le français et des opinions mixtes, positives et négatives, envers les langues maternelles. Donc, je commence d'abord avec le français, suivi par les opinions positives de français, de langue maternelle, et les opinions négatives envers la langue maternelle. Quand on fait des analyses qualitatives d'un transcrit de discours, on va commencer de les lire, bien sûr. On va essayer de trouver des catégories, des thèmes qui viennent dans le transcrit. On va les relire, ajuster les catégories, ajuster les thématiques, afin de construire certains thèmes qui sont, on dirait, fortes dans les données. Donc, j'ai trouvé 6 thèmes que je mets dans le graphique ici. On a à gauche de thématiques principales, l'utilité, la valeur. Donc, on a positive, négative. Et on a à droite 4 thématiques plus fines. Donc, c'est sur le sujet d'une forme écrite, l'étude d'une langue ou pas, et si c'est normalisé, la réussite et l'identité. Et quand je dis normalisé, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a dit voilà la grammaire de cette langue, voilà la phonologie, on va l'enseigner comme ça. Donc, le bled, le Becherel, le manuel scolaire. Ça, c'est la normalisation de la langue française. Donc, ces graphiques, c'est que pour la langue française. On a des flèches vertes, donc positives, que des positives. Donc, on a par exemple utilité. La langue française est utile parce que c'est lié avec la réussite et l'identité. Donc, encore, c'est thématique. On a 3 points. La langue française a une valeur à propos de l'identité administrative. C'est un outil linguistique pour la réussite scolaire et économique. Et c'est aussi une valeur, il y a une valeur et un prestige qui sont liés avec la forme écrite, la normalisation de cette langue et sa présence dans l'éducation nationale. Donc, on va parler de chaque point ici. Et je vais donner des exemples de citations, de paroles. Donc, je donne la parole aux étudiants. Donc, valeur avec l'identité administrative. On a entretien 8. On a cette citation. Le français, vu que c'est notre langue, comment dirais-je,
administrative, il faut prendre le français. Normalement, on doit parler le français parce que c'est français déjà. Et puis voilà le français qui est là, qui est la langue de l'administration, parce que maintenant, on remarque que même vous rentrez dans un bureau et vous ne savez pas comment parler le français, c'est déjà un peu un handicap. Donc je vois ici, c'est français déjà qui est là, c'est un peu l'identité française par défaut. Okay. Et bien sûr, si on ne le parle pas, c'est un handicap. Ensuite, on a cette idée que la langue française est un outil pour la réussite scolaire. C'est important parce que écrire en français, pour les lettres de motivation, pour l'écrire, pour les écoles, à chaque fois, il faut le savoir. Il faut savoir le français. C'est bien pour les études et tout ça, donc j'ai mis ça, le français, parce que c'est important pour les études. Donc, les études. Et finalement, pour déjà comprendre les examens et tout. Donc, peut-être pas trop étonnant, c'est la langue de scolarisation. Si on travaille lettres de motivation, c'est en français, donc c'est vraiment un fort outil linguistique pour la réussite. Ensuite, cette valeur prestige de cette langue est liée avec cette forme écrite, la normalisation et l'éducation nationale. Cette personne qui dit « Il y a plein de vocabulaire et tu peux dire beaucoup de choses avec beaucoup de mots. Après, c'est très structuré, il y a beaucoup de règles, grammaire, tout ça. » La langue française est plus sophistiquée parce qu'en l'apprenant à l'école, c'est assez compliqué. On voit que ces étudiants, ils ont passé beaucoup d'heures dans leur cours de français, en étudiant la grammaire, en étudiant l'orthographe, les règles de vocabulaire. Donc, ils voient bien que c'est une langue complexe, remplie de mots, structurée, prestigieuse. Donc, ça, c'est pour le français. Okay. Ensuite, je vais commencer avec la langue maternelle. Positive, que la langue maternelle comme outil et patrimoine. Donc je vais vous montrer le même graphique, mais c'est pas aussi net que l'autre. On a des flèches vertes et des flèches en rouge aussi. On a des flèches solides et des flèches qui ne sont pas solides. Quand ils sont rouges, c'est négatif. Quand ils ne sont pas solides, c'est-à-dire ils parlent des choses qui n'existent pas ou n'existent pas encore. Par exemple, la forme écrite. Il parle d'une façon positive ou négative du fait qu'on n'a pas cette forme écrite, ou pas encore. Si c'est trop... Il n'y a pas de sens avec la flèche pas solide, il faut juste voir le vert, le rouge. Mais en général, c'est pour les choses qui peuvent être, mais qui ne sont pas là, pas encore. Donc, je commence avec les parties vertes, les opinions positives, donc l'utilité, la valeur avec l'identité, la valeur avec la forme écrite et l'étude de cette langue, ou ces langues. Donc ces deux points-là, les langues maternelles, donc les Shimaoré, les Kibushi, appartiennent à l'identité mahoraise, elles doivent être étudiées à l'école. Elles doivent faire partie de la scolarisation. On a aussi cette idée qu'ils sont des patrimoines qui doivent être préservés sous forme écrite. Donc pour la première, je les ai posé des questions sur les écoles bilingues. Que pensez-vous des écoles bilingues? C'est une bonne idée, bonne chose ou pas? Je trouve que ça, c'est une bonne chose parce que d'un côté, ils apprennent le français et de l'autre, ils apprennent aussi leur langue. Je pense pour nous, les jeunes, c'est important qu'on puisse parler le français et le Shimaoré ou le français et le Kibushi. Pour celui qui peut parler les trois, c'est le top. Ensuite, c'est bien comme ça. On perd pas, comment dire, notre langue. Parce qu'avec le temps, je trouve qu'on a la tendance à la laisser derrière. Parce que les gens, ils mettent en avance la langue des autres, la culture des autres. Donc on voit qu'ils parlent de leur langue, notre langue qui doit pas être perdue. Donc c'est quelque chose d'important avec leur identité, c'est une partie de soi. Et aussi étudier à l'école. Des autres qui ont parlé du patrimoine qui doit être préservé sous forme écrite.
Donc pour le maintien des langues maternelles de génération en génération, il faut pouvoir écrire et parler le français et le shibushi. Si on ne commence pas à l'écrire, il n'y aura plus rien dans quelques années. C'est aussi l'enjeu. C'est ça aussi l'enjeu. Il faut commencer à faire un travail de recherche pour avoir des règles de l'écriture, écrire le shimore, et comme ça, il faut mettre par écrit les histoires orales, les valeurs, tout ça, les coutumes, les traditions, et de les pérenniser. Et si on regarde d'un point de vue conservation de notre patrimoine, il serait important que les étudiants puissent aussi comprendre, parler, écrire le shimore. Donc on voit bien le lien entre pas juste la préservation, mais la pérennisation de cette langue, mais avec ou sous la forme écrite. C'est pour ça que je trouve, avec les résultats quantitatifs, le fait qu'il y a aussi des variations envers la forme écrite. Certains qui ne sont pas d'accord que c'est important, quand on voit ça, ils voient le lien entre la forme écrite et la préservation, pérennisation de leur langue et aussi de leur culture, les histoires orales, les valeurs, les coutumes. J'aimerais terminer cette section avec une citation d'un étudiant sur l'identité, l'école et la langue maternelle, parce que je pense qu'il capte bien, cette citation capte bien tout l'enjeu et la complexité de tous ces facteurs. Cet étudiant, c'est un étudiant assez passionné par la langue française, la littérature française, et aussi le kibushi, le shimore, il parle les trois. Il dit, et puis, c'est notre culture, c'est notre langue qui doit être écrite pour être perpétuée plus tard. Comme on dit, les écrits restent, les paroles s'envolent. Maintenant, il ne faut pas oublier que justement, c'est la langue maternelle, ça fonde notre identité. Pourquoi pas essayer d'avoir un programme spécifique pour cette langue-là, au minimum à l'école primaire. Donc, pour lui, c'est le package total. Hein. On va l'écrire, on va l'enseigner. C'est important pour notre identité. Donc voilà les opinions positives envers la langue maternelle. On va aborder les côtés plutôt négatifs. La langue maternelle est le manque de la valeur, la sophistication et l'utilité. Donc ça, c'est plutôt les flèches en rouge. Des thématiques, la langue maternelle, donc le shimore, le kibushi, manque d'utilité pour l'avenir et la réussite, manque de sophistication à cause de lacunes d'une forme normalisée et écrite. Donc, encore, j'ai posé cette question sur les écoles bilingues, si c'est utile de prendre le shimore. J'ai eu ces réponses. Moi, personnellement, je cherche un truc qui me porterait un avantage. Du coup, tant que je ne vois pas qu'on aura un avantage dans la future, je ne crois pas. Donc, je ne pense pas que c'est une bonne chose. Notre étudiant qui a dit « Je ne vois pas l'utilité. Le shimore n'est connu que par le maoré. C'est une langue très bas. Je ne vois pas trop l'utilité du shimore. » Donc, on a un manque d'utilité pour les réussites. Aussi, manque de valeur. Si vous dites qu'une langue est très bas, on passe, ça veut dire que ça manque de valeur. Aussi, il y a cette idée que les langues maternelles manquent de sophistication à cause des lacunes d'une forme normalisée écrite. On a la langue française. Il y a des règles, il y a des grammaires, il y a du vocabulaire, de l'orthographe, mais les shibushi, les shimore, il n'y a rien du tout. Le shimore n'est pas vraiment sophistiqué parce qu'il y a des mots qui viennent du français qu'on n'arrive pas à traduire exactement en maoré. On est obligé de les garder en français. Pour le shimore, il n'y a pas de règles grammaticales pour l'écrire. Chacun va écrire à sa façon. Donc, dans le premier, on va voir une comparaison entre la langue française et la langue locale. Il dit rien du tout. Le fait qu'ils empruntent des mots du français montre que ce n'est pas sophistiqué. Et finalement, les règles. Le fait qu'il n'y a pas de règles grammaticales pour l'écrire, chacun va écrire à sa façon.
et manque de normalisation, et c'est plutôt négatif. J'aimerais terminer cette section avec une autre citation de notre étudiant qui parle aussi de cet enjeu de la forme écrite, la langue maternelle et l'école. Pour lui, c'est inutile. Je pense que les deux langues déjà, donc le Chimaoré et le Kibushi, en fait, c'est difficile à écrire. Écrire, ça devient compliqué. Le Chimaoré, c'est pas une langue écrite, on la parle comme ça. Et le Shibushi aussi. C'est tout récent qu'on est en train de l'écrire, donc c'est pas sophistiqué. À propos sur l'idée de l'étudier à l'école, c'est compliqué. Je préfère le français. Je pense qu'enseigner à l'école, non, je suis pas d'accord. Je pense que surtout apprendre à parler, pas l'écrire. Donc il utilise le mot difficile, compliqué pour la forme écrite. Il n'est pas d'accord avec l'idée de l'enseigner, sauf peut-être à la fin il dit pour le parler oui, mais pour l'écrire non. Donc voilà, on a des opinions assez variées envers la langue maternelle. Donc un petit résumé de ces résultats. Donc on a des différences significatives entre le français et le Chimaoré Kibushi. On a des différences significatives entre le Chimaoré Kibushi écrit et parlé. On a des opinions plutôt uniformes et positives envers le français et des opinions, des attitudes variées, positives et négatives envers le Chimaoré et le Kibushi. Juste pour vous montrer le graphique, sur la langue maternelle, il parle beaucoup de cette idée encore de la forme écrite, de le fait que c'est étudié ou pas. Je pense que ça, c'est vraiment le cœur de cette question pour l'avenir linguistique à Mayotte. Parce que souvent, sont liés. La forme écrite et l'établissement d'une forme normalisée sont liés. Donc encore, on a cette graphique avec les variations, assez de variations pour les réponses par rapport à l'importance de la forme écrite de la langue maternelle à Mayotte. Donc, dans les opinions, les exemples qu'on a vus, je vois pas mal des attitudes avec des idéologies linguistiques liées avec certains mythes envers les langues que j'aimerais vous parler aujourd'hui. J'en ai 7. Donc c'est pas pour dire que les opinions ne sont pas fausses, c'est pas une question de fausse conscience, c'est juste, mais dans tout le monde, ces pages de mythes, il y a pas mal de gens qui pensent ça des langues. Donc on a déjà, la première, cette idée, cette mythe qu'une langue n'a pas, ils ont hâte de rentrer. Une langue n'a pas de règles ni de grammaire, sauf si elle est normalisée et écrite. Donc, c'est-à-dire, toutes les langues orales n'ont pas de règles. Ils parlent comme ça. Ils n'ont pas de grammaire. Non, toutes les langues, les 6000 langues parlées dans le monde, ils ont tous une grammaire. Sinon, ça ne serait pas... on ne sait pas comment on pourrait communiquer. Mais je pense que les étudiants qui ont dit, l'étudiant qui a dit ah oui, le Chimaoré Kibushi, il n'est rien du tout, on n'a pas de grammaire, on n'a pas de règles. Je pense qu'il parle plutôt de la grammaire normalisée ou standardisée. Donc en fait, on a deux types de grammaire. La grammaire descriptive, c'est plutôt des linguistes qui vont aller dans une société, dans une langue, pour décrire la phonologie, la phonétique, la morphologie, la syntaxe, comme il est, comme la langue, comme elle est. Ouais. On a la grammaire normalisée, c'est quelqu'un, pas forcément linguiste, qui va essayer de dire, ok, dans cette langue, on va conjuguer les verbes comme ça, la morphologie c'est comme ça, la prononciation c'est comme ça. Si vous ne parlez pas de cette façon, vous ne parlez pas la vraie langue. Normalement, les deux grammaires doivent être assez alignées, mais ne sont pas toujours alignées. Donc voilà. Bien sûr, il y a des grammaires pour la langue orale. Donc le corollaire de cette idée, il y a l'idée que les langues orales ne sont pas sophistiquées ou entre guillemets vraies langues. Ça dépend de votre définition de sophistication, bien sûr, mais je pourrais vous dire que toutes les langues sont complexes. Même, je dirais que les langues orales, ils ont des traditions orales assez compliquées qui demandent pas mal
des compétences cognitives sur les mémoires pour réciter des contes à l'oral comme ça. Donc oui, sont complexes, sont de vraies langues. Il y a donc un étudiant qui a dit on est obligé d'emprunter des mots au français en chimoré. Donc il y a cette idée que les vraies langues n'empruntent pas des mots aux autres langues, qui n'est pas vrai. Les langues ne sont pas étanches, c'est complètement normal quand on prend des mots. On voit avec tout l'anglicisme, avec les technologies. Je pense que la langue anglaise, 40% de le vocabulaire, ça vient du français, c'est un échange. Mais quand même, il y a des gouvernements qui essaient de contrôler ces emprunts. En Islande, ils font ça, donc computer, en anglais. En Islande, ça n'a rien à voir avec computer. En japonais, c'est computer. En espagnol, c'est computadora. En Islande, c'est rien du tout, parce qu'ils ont essayé d'empêcher tout l'anglais avec les technologies. Et pareil, en Canada, québécois, il ne dit pas parking en Canada, à Montréal. Il dit le stationnement, quelque chose comme ça. Parce que parking, c'est l'anglais. Ok, le corollaire de ça, c'est quelque chose que je pense que des fois j'ai du mal à convaincre les gens que c'est vrai. Il y a l'idée qu'il y a des langues pures et stables. C'est tout à fait pas vrai. Il n'existe pas de langues pures, il n'existe pas de langues stables. Elles sont toujours en train de bouger, changer, évoluer, d'évoluer. Ça dépend de votre avis. Donc, qui parle le vrai français, qui parle sans accent, vraiment, les variations et les changements sont normaux. Ensuite, 5. Il y a l'idée qu'on ne peut vraiment maîtriser qu'une langue. C'est pas vrai. Les chiffres sur cette phrase-là, c'est un peu flou, mais on estime qu'à peu près la moitié du monde est bilingue. Si on pense à Asie, Chine, Inde et l'Afrique subsaharienne, c'est plutôt la norme que l'exception, que les gens sont bilingues. Hein. Donc oui, bien sûr, c'est possible. Hein. Il y a cette idée qu'une langue est votre identité inversement. Oui, c'est souvent le cas. Une partie de notre identité, c'est la langue qu'on parle, mais ce n'est pas forcément toujours le cas. Ce n'est pas juste parce que vous êtes de culture X que vous devrez parler langue Y. Hein. Et finalement, il y a le mythe que la différence entre une langue et un dialecte est toujours simple et claire. Non, parce qu'elles sont souvent motivées par la politique. J'aime bien cette citation par Calvet. Une langue est un dialecte qui a réussi. Où on a aussi cette expression, une langue est un dialecte avec une armée et une marine. Donc en gros, des fois c'est politique, c'est souvent politique, mais je pourrais vous donner la définition linguistique. C'est par rapport à l'intercompréhension, on dit. Donc en gros, s'il y a deux personnes, si ces deux personnes peuvent avoir une conversation, même avec d'efforts, en faisant d'efforts, hein, mais s'ils peuvent avoir une conversation, ils arrivent à se comprendre, on dirait c'est deux dialectes de la même langue. Mais si ces deux personnes n'arrivent pas à se communiquer, se comprendre, on dirait c'est deux dialectes de deux langues différentes. Et c'est tout. Ça, c'est notre définition de langue et dialecte. Donc voilà quelques mythes pour vous. Avant de terminer, les résultats d'aujourd'hui de ces étudiants sont intéressants. Pour moi, j'étais un peu étonnée par certains entretiens. Mais si on voit dans la recherche linguistique, ce phénomène, ce n'est pas exactement unique à Mayotte, qu'on a une langue officielle, une langue haute et des langues basses qui sont des langues des peuples. On a souvent des tensions, des problèmes d'identité, des questions de scolarisation qui existent. Mais je vais parler que de la francophonie, c'est plus facile. On sait que depuis 2000, en France, les langues régionales sont du patrimoine linguistique de la nation, déjà. On a à La Réunion, depuis 2001, à La Réunion, ils ont la CAPES en créole.
Mais en fait, ils ont observé que le taux de transmission de la langue maternelle de créole est en baisse, en fait. Mais ça reste quand même une langue très fortement liée avec l'identité des Réunionnais. Mais on a en même temps des écoles primaires bilingues qui montent chaque année en popularité à La Réunion. Donc il y a des écoles bilingues, créole, français à La Réunion. Et chaque année, les effectifs, ça monte. Après, en Corse, c'est intéressant. Donc il y a plusieurs dialectes de Corse en Corse. Pareil, à La Réunion, il n'y a pas qu'une variété de créole à La Réunion. Le créole dans le Mafat, dans la hauteur, c'est pas pareil avec le créole des côtes. Bon, bref, en Corse, il y a plusieurs variétés. Ils ont une forme écrite, ils ont l'école primaire bilingue. En fait, ils n'ont jamais décidé, vous de cette région, vous parlez le vrai Corse. On va utiliser votre variation, votre dialecte pour nos manuels scolaires, pour la grammaire normative qu'on va enseigner à l'école. Je pense que c'est assez rare de trouver ça. Donc voilà, ça c'est Corse. Les îles francophones, aux Seychelles, ils sont trilingues. Ils ont la langue maternelle, un créole, l'anglais et le français. Ils ont des écoles trilingues, mais ils ont aussi des attitudes mixtes envers la forme écrite des créoles. Donc certains qui ne voient pas l'utilité d'écrire la langue maternelle à l'école. Et finalement, on a Maurice qui, depuis 2012, ils ont l'école primaire bilingue. Mais il y a quand même des gens qui ne voient pas l'utilité, qui ne veulent pas que leurs élèves ou leurs enfants apprennent la langue maternelle de Maurice parce qu'ils voient qu'ils sont une petite île, ils doivent plutôt enseigner l'anglais et le français. Donc c'est à peu près comme on a vu tout à l'heure avec les opinions des étudiants. Donc j'aimerais terminer, j'ai commencé avec des citations, j'aimerais terminer aussi avec des citations des étudiants. À gauche, c'est pareil qu'au début, mais j'ai terminé avec... j'ai ajouté le reste de sa phrase. Donc encore, elle a dit « Tu as le droit et en même temps le devoir de connaître les deux cultures, sauf si certains font le choix d'être totalement dans une ou l'autre. » J'aime bien cette citation parce qu'elle parle des droits et aussi des devoirs. C'est du boulot, c'est du travail à faire. Hein? Et j'aime bien aussi qu'elle parle du choix. Même si ce n'est pas forcément soit l'un soit l'autre, on pourrait avoir les deux, mais elle parle quand même du choix. Et à droite, on a un étudiant qui parle de bilinguisme. Il dit « Il doit être une force pour nous ». Et j'arrête là. Je vous remercie. Et c'est tout.